Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur des exercices sur les réactions d'oxydation des métaux qui s'adresse toujours au BTS CAIC deuxième année. Et pour ces exercices, je vais les expliquer chacun et vous pouvez essayer de faire plus de détails par vous-même. Donc les deux premiers exercices, c'est des exercices d'introduction et c'est le troisième qui est long et compliqué, qui est l'exercice sur lequel on va passer un peu plus de temps. Donc, premier exercice, combustion des métaux. Donc on vous demande ici d'écrire les équations bilan des combustions de métaux suivants. Donc le sodium pour former Na2O. Donc pour toute combustion, pas seulement des métaux, toutes les combustions, c'est une réaction avec le dioxygène de l'air. Donc on doit combiner ce Na avec du O2 pour obtenir le produit final. Donc, en le faisant de tête, on a O2 dans les produits, dans les réactifs, pardon. Donc ici on a un seul oxygène, donc on va former deux fois ce composé. Et donc pour former deux fois, il nous faut 4 sodium, donc ça va faire 4 Na plus O2 qui forme 2 Na2O. Pour l'aluminium, même principe, on rajoute O2. Ici on en a 3, on en a 2 de l'autre côté. Donc on va faire deux fois celui-ci. Donc ça fait 6 oxygènes, ça fait 3 O2. Si on a deux fois ici, ça fait 4 aluminium. 4 aluminium. Donc on obtiendra 4 aluminium plus 3 fois O2 qui donne Al2, Al2O3. Bon, on peut faire le reste sur le même principe. Ensuite, on vous demande de nommer les oxydes formés. Donc là, ça renvoie au grand 1 du cours, où on a les différents noms pour les oxydes. Enfin, d'ailleurs, une partie sont déjà là. Et donc, utiliser les différents mots pour les nommer. Et ensuite, prévoir leur côté plus ou moins ionique ou covalent des liaisons métal-oxygène. Donc, ce côté ionique ou covalent, c'est la même chose que la forme acide-base, le côté acide ou basique de ces oxydes. Parce que, je le rappelle, le côté acide-base est lié à l'électronégativité, qui est liée au côté covalent ou ionique du composé. Donc plus il est ionique, plus il a un caractère basique fort, plus l'électronégativité est faible. Et au contraire, plus il est covalent, c'est plus l'électronégativité est forte et plus il est acide. Et donc ici, alors Na est basique, alumine est amphotère, fer, donc ici on le fer. Est-ce qu'on l'a dans le tableau? Est-ce qu'il y a le fer? Est-ce qu'il y a le fer? Non, il n'y a pas le fer. Bon, alors de tête, je connais pas l'électronégativité, il faut voir au chapitre 2.1 le tableau avec l'électronégativité. Pour le magnésium, c'est basique, et pour le cuivre, alors est-ce que le cuivre y est? Oui. Non, toujours pas. Bon, bah il faut vérifier. Le fer et le cuivre seront probablement aussi des basiques. Ouais, à vue de nez, ça a l'air d'être des basiques. Voilà. Bon, exercice 2, silice et silicate. Donc, en utilisant le diagramme d'état de la silice donné en cours, citez les différentes formes de la silice existantes à la surface de la Terre. Donc, le diagramme d'état auquel on fait référence, c'est celui qui est ici, le diagramme d'état de la silice. Et donc, les espèces à la surface de la Terre, c'est ceux à la pression normale, donc tout en bas, la ligne du bas. Bon, j'en ai parlé dans le cours, deuxième vidéo du cours. Vous pouvez aller la revoir pour référence. Quoi qu'il en soit, ces éléments, c'est le quartz alpha et bêta, la trinimite bêta, la cristalloïde bêta, et essentiellement, et en plus peut-être la silice fondue. Bon, question 2, où trouve-t-on la cohésite? Où trouver la cohésite? Eh bien, on voit tout de suite qu'il faut une pression plus élevée,
et même si c'est qu'un 2, hein, c'est 2 milliards de pascal. Et donc il faut être à une profondeur de au moins 70 mètres enfin 70 km à 150 km. Sachant que dépasser les 10 km est extrêmement difficile pour l'humain. Donc c'est vraiment des profondeurs extrêmes. Donc là on est dans le manteau terrestre. Alors, pourquoi certaines formes n'existent-elles pas à la surface de la Terre? Eh bien, comme on le voit ici dans le schéma, la profondeur est liée à la pression. Et donc ces espèces de cohésite et stisovite n'existent qu'à une forte pression. Et si la pression n'est pas assez forte, on ne peut pas former ces formes, enfin on ne va pas former ces formes de silice. La silice va préférer être sous d'autres formes. Donc c'est essentiellement lié à la pression. Bon, le troisième exercice, plus compliqué mais aussi plus intéressant, ça va être l'étude d'une glaçure par le calcul. Donc, petite remarque avant de commencer, il faut bien savoir que quand on va faire des calculs là-dessus, ça va être approximatif. Donc, bon, c'est différentes théories plus ou moins approximatives qui ne peuvent pas nous donner des bons résultats. Alors, ici, on a les... pardon. Donc, dans le tableau suivant, on a différents oxydes qui vont nous donner différentes masses, pour lesquelles on a donné différentes masses molaires. Alors, la première partie de l'exercice, formule de la glaçure. 1.1. Complétez le tableau suivant en calcul de fraction molaire de chacun des oxydes présents dans la glaçure. Bon, comment on va faire? Donc, ouais, je ne peux pas remplir le tableau pour vous. Donc, je vais vous expliquer comment on remplit chacune des cases. Ici, on a dans la première colonne de gauche le nom des différents, enfin la formule plutôt, des différents oxydes présents dans cette glaçure. Un pourcentage pondéral, c'est un pourcentage en masse des différents composés. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, pour un total de 100%, on va dire 100 grammes. On prend 100 grammes de glaçure. Donc dans ces 100 grammes, il y en a 55%, c'est de la silice. C'est-à-dire 55 grammes. 55% de 100 grammes, c'est 55 grammes. Donc on a 55 grammes de silice. Maintenant, on nous donne en haut la masse molaire de la silice qui est de 60,0848 grammes par mol. Donc on a 55 grammes divisé par 60,0848 grammes par mol. Et ça va ici me donner la fraction molaire. Si j'ai une calculette que je peux sortir. Voilà. Donc j'ai 55 divisé par 60,0848 et ça me donne 0,915 mol de silice. On peut faire le deuxième ensemble aussi. Donc l'alumine, 10% de masse de la masse, donc sur 100 grammes, 10 grammes. Donc 10 grammes divisé par sa masse molaire qui est de 101, divisé par 101,9612. Ah non, j'ai fait multiplier, pardon. Donc 10 divisé par 101,9612. Voilà. Et donc la fraction molaire d'alumine, c'est 0,098 mol. On va faire un dernier, hein, le bore, l'oxyde de bore. Toujours 10% en masse, donc 10 grammes. Et sa masse molaire, 69,6182. Donc 10 grammes divisé par 69,6182. Et donc, pour le bore, la fraction molaire, c'est 0,1434 mol. Voilà, donc vous faites ça pour toutes les espèces, donc les 5 qui restent là, donc le même principe à chaque fois, et vous allez avoir le total complet du nombre de moles qu'on a mis dans les 100 grammes de glaçure.
Maintenant, ce nombre total, je ne sais pas qu'est-ce qui sera, 2 moles, 3 moles, quelque chose comme ça. Ouais, 2 moles peut-être. Celui-là, il va correspondre à 100% du molaire total. Et après, on va voir le reste par rapport à ce total. Donc vous faites la fraction molaire de silice, qui était par exemple, enfin là on a le bord sous les yeux. Donc là 0,14 fois 100 divisé par le nombre total de moles, et ça vous donne le pourcentage molaire en BE, B2O3. Donc vous faites là 0,144 fois 100 divisé par le nombre total de moles, environ 2, et vous obtenez le pourcentage molaire en BE2O3. Et donc vous faites ça pour tout. Là c'est la question 2, hein, en déduire le pourcentage molaire de chaque oxyde. Donc ensuite on vous demande de préciser quels sont les oxydes basiques dans la glaçure. Donc vous pouvez vous baser toujours sur le cours, ici, avec les différents oxydes. Donc les basiques, en bas à gauche dans ce tableau, vous allez avoir le K2O, la potasse, le Na2O, la soude, PbO, bon même s'il n'est pas sur le tableau, CaO et très probablement ZNO aussi, il en fait partie. Hein. Bon, je n'ai pas les valeurs sous les yeux, mais ouais, très probablement il en fait partie. Donc essentiellement les 5 du bas. Et quel est leur rôle? Vous pouvez le voir dans le cours, ou si vous en souvenez, les formes basiques, ça a le rôle de fondant. Donc, les 5 espèces du bas, de K2O jusqu'à ZNO, ça c'est le fondant. Maintenant, on vous demande d'en déduire la formule unité ou de Seeger de la glaçure. Donc c'est pour, par rapport au cours, tomber sur ce tableau-là. Et donc, il faut avoir mis en tout 1 mole de fondant. Alors, comment vous faites? Eh bien, vous avez ici normalement toutes les proportions, en molaire aussi. Et vous additionnez les pourcentages molaires des 5 dernières lignes, donc de K2 à ZNO. Et vous obtenez, je vais dire un truc au hasard, 20% par exemple. Et il faut que ce 20% représente 1 mole. Donc ce 20% pour 1 mole, vous multipliez, enfin vous pouvez diviser là toutes les valeurs par 20 pour obtenir 1 mole en tout de fondant. Ou vous pouvez travailler directement avec les fractions molaires en additionnant les 5 dernières lignes. Vous obtenez un chiffre, je vais dire un truc au hasard, 0,4 mol, et vous voulez transformer ça en 1 mol. Donc vous multipliez tout par 2,5. Et donc vous multipliez tout par 2,5 ici, et après vous multipliez aussi les 3 premières lignes par 2,5 par exemple. Ou divisé par 20 si vous êtes en pourcentage. Voilà. On vous demande après de calculer le pourcentage pondéral permettant de fabriquer cette glaçure. J'avoue que je ne comprends pas l'intérêt de cette question, vu qu'on a déjà le pourcentage pondéral. Donc on va la sauter. Voilà. Parce que de toute façon, c'est la troisième question qui est plus intéressante. Alors, là on va lier l'aspect de l'émail à son acidité. L'acidité de la glaçure. À l'aspect de la glaçure. Et donc, notre but va être de calculer l'acidité de la glaçure. Et l'idée, on va définir une donnée qu'on va appeler acidité grand A, je vais y revenir après. Mais pourquoi est-ce qu'on va s'y intéresser? Eh bien, selon la valeur de cette grandeur grand A, on pourra avoir différents aspects sur la glaçure. S'il est en de 2 à 2,3, on a une glaçure qui va être brillante. C'est généralement ce qu'on veut. Par contre, si elle est de plus en plus basse, on a de plus en plus de risques d'avoir une glaçure qui est mate au lieu d'être brillante. Et inversement, plus elle est haute, plus il y a un risque de dévitrification. Donc à nouveau, ça ne va pas être brillant. Et donc si on veut avoir une glaçure brillante, il faut que cette grandeur grand A soit entre 2 et 2,3. Alors c'est quoi cette grandeur grand A?
c'est une grandeur qu'on a appelée l'acidité, et qui va être la division des valences qu'on appelle acides aux valences basiques. Donc, les valences acides, qu'est-ce que c'est? Ça va être le pourcentage molaire des oxydes acides. Donc, si on retourne ici, les oxydes acides, c'est en haut à droite. Donc, des choses comme la silice, SiO2, la titane, TiO2, zirconium, je crois, ZrO2, tout ça va augmenter l'acidité. Donc, silice, titane, zirconium, c'est tout ce qui est en haut à droite là. Après, des composés comme le bore ou les phosphates vont compter triple. Pour chaque mol de B2O3, il compte triple pour l'acidité. Donc toujours, on est dans des composés acides. Et pour tout ce qui est basique, ça va être l'inverse. Donc la somme de tous les pourcentages molaires des RO, ça veut dire tout ce qui est CaO, ZNO, MgO, BaO, PbO, SRO, des R2O aussi, donc les Na2O, les K2O, LiO2O, et on compte 3 fois les composés comme l'alumine ou les oxydes de fer. Donc, dans notre calcul ici, vous utilisez les pourcentages molaires, donc c'est la colonne de droite. SiO2 compte dans les acides, ce sera le premier chiffre. Al2O3 va compter x3 dans les basiques. B2O3 va compter x3 dans les acides. Et tous les fondants, les 5 dernières, vont compter x1 dans les basiques, parce que c'est soit du RO, soit du R2O. Donc tout ça va aussi aller dans le basique. Donc dans l'acide, on a SiO2 et B2O, 3 x 3. Et dans les basiques, on a L2O3 x 3 et les 5 autres x 1 en tout. Et donc, si vous faites le calcul, vous devez trouver un chiffre qui est entre 2 et 2,3. Enfin, si c'est une bonne formule de glaçure, c'est ce que vous allez obtenir. Et donc, vous allez en déduire, mais comme il est entre 2 et 2,3, on a une glaçure qui est brillant, qui est sûre d'être brillant. Bon, donc là, vous venez de trouver une magnifique formule pour dire que la glaçure va être brillante sûre. Et là, on va vous dire que, ouais, enfin, les choses là ont été fortement simplifiées. Donc, on demande de conclure en servant des remarques suivantes. Donc, on dit ici, oui, le domaine stable de glaçure soit compris entre une valeur de ce qu'on appelle l'acidité entre 2 et 2,3. Donc, comme j'ai dit, si on diminue, on va vers le mat. Si on augmente, on va vers le dévitrifié. Donc, le mat, c'est une fusion qui est immature. C'est-à-dire que tout ne va pas fondre, il y a seulement certains éléments qui vont fondre et pas tout. Le dévitrifié, c'est quand tout a fondu, même ceux qu'on voulait pas qu'ils fondent, parce que je rappelle les céramiques, il faut des trucs qui fondent et pas tout qui fondent. Et donc il va y avoir une cristallisation plutôt que de rester sous forme vitrifiée. Donc ça va pas donner le même aspect brillant, parce qu'une cristallisation, bon, ça peut donner des cristaux qui sont brillants, mais souvent ça va donner des minerais qui ne sont pas brillants. Et on vous dit aussi que, ouais, alors là c'était fortement simplifié, mais il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Les conditions de cuisson, le broyage, l'application, tout ça va pouvoir jouer. Mais ça c'est une ordre de grandeur, une idée, on se donne. Essentiellement, si on rajoute de la silice ou du bore, l'acidité diminue. Si on rajoute... Non, pardon. Oui, c'est ça. Non, pardon, c'est l'inverse. L'acidité diminue s'il y a moins de silice ou de bore. Voilà, c'est l'inverse. Moins d'acidité s'il y a moins de silice ou de bore. Ou elle diminue s'il y a plus de alumine ou d'oxyde de forme RO ou R2O, donc les CaO, ZNO, MgO, BaO, Na2O, K2O, etc.
Donc là on se dit de faire quand même attention, hein. Là cette méthode, c'est, alors elle est utile, elle est pratique, hein, elle est à utiliser, mais il peut toujours y avoir des accros, des choses qui vont changer, des choses pas aussi simples que ça, mais c'est un bon ordre de grandeur pour savoir si ça va être brillant ou pas. Donc c'est un outil pratique à utiliser lorsque vous voulez que votre glaçure soit brillante, ce qui généralement est toujours le cas, hein. Donc c'est pour savoir comment vous obtenez une glaçure brillante. Et ça va aussi peut-être vous mettre sur la voie si vous n'obtenez pas une glaçure brillante. Qu'est-ce que vous devez changer pour que ce soit brillant? Bien, vous allez regarder, hein, si c'est trop mat, eh bien vous voulez augmenter l'acidité. Donc pour augmenter l'acidité, vous rajoutez plus de silice ou plus de bore. Et inversement, si c'est dévitrifié, là vous voulez diminuer l'acidité, donc vous allez proportionnellement diminuer la quantité de silice ou de bore, ou augmenter la quantité de fondant ou d'alumine. Et donc, hein, selon la glaçure que vous allez obtenir, selon l'aspect que vous allez obtenir, vous pouvez corriger pour arriver sur du brillant. Bon, pour finir là-dessus, je veux parler un peu du devoir maison 2. Donc c'est ce document ici. Alors, je vous rappelle que ce devoir maison 2 est optionnel. Vous le faites si vous voulez. Si vous me rendez, je vais le compter. La note ne comptera que si elle améliore la première note du premier devoir maison. C'est un devoir maison qui se base un peu sur tout ce qu'on a vu, enfin tout ce que vous avez vu ces 2 années. L'exercice 1 est principalement basé sur le programme de première année de BTS Cake. Et l'exercice 2, eh bien, c'est fortement similaire à l'exercice qu'on vient de faire ensemble là juste maintenant, où on va parler de fabrication d'une couverte, pourcentage d'acidité, pour arriver à trouver si la couverte est bien brillante. Et enfin, juste pour les 3 derniers points, c'est un petit exercice sur les couleurs, encore. Et voilà. Donc oui, c'est un devoir maison optionnel. Vous le faites si vous avez le temps, l'envie. Et voilà, c'était la dernière vidéo du programme de BTS Cake 2. Et voilà, bonne chance pour les exercices si vous voulez les faire. Et n'oubliez pas par contre de m'envoyer le devoir maison 1 qui lui est obligatoire. Merci.